Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, depuis quelques années, la violence qui se déchaîne en Martinique, initialement dans une certaine indifférence, inquiète de plus en plus. 23 homicides ont été commis à ce jour depuis le 1er janvier 2023, dont une vingtaine par arme à feu. 25 avaient été recensés en 2019. Cette situation n'est donc pas nouvelle. Régler un différend à coups de rasoir, de coutelas ou de ce que l'on appelait un bec-mais, ce long bec que porte l'espadon ou le marlin, a toujours été une sorte de tradition en Martinique. Avec la consommation d'alcool, les esprits se chauffaient vite lors des fêtes patronales ou dans les bals avec orchestre organisés il y a 50 ou 60 ans. Il pouvait y avoir aussi des règlements de compte. C'est le cas de Pierre-Juste Marny au début des années 60. Michel Renard, alors maire du Marigot, avait été victime d'une agression au rasoir pour un motif qui n'a jamais été clairement explicité. Depuis, il avait obtenu une autorisation de port d'armes et se vantait de pouvoir la porter de manière visible comme les forces de l'ordre. C'est de là que lui est venu le surnom de shérif du Marigot. Les combats politiques pouvaient être accompagnés d'homicides et on se souviendra de l'affaire Jalta, du nom de ce chef du service d'ordre de Michel Renard, tué lors d'une réunion électorale à Fort-de-France en 1978. Enfin, il pouvait y avoir des crimes crapuleux, n'appartenant à aucune des catégories précédentes, commis pour des intérêts sordides lors de cambriolages. Mais l'usage des armes à feu restait très limité. Ce n'est hélas plus le cas maintenant. Comment expliquer ce phénomène? Plusieurs facteurs interviennent et il appartient aux spécialistes, sociologues, criminologues, avocats, magistrats, éducateurs, etc. de les identifier. Je n'en fais pas partie, mais je me contenterai de pointer du doigt quelques-uns d'entre eux. La société martiniquaise met depuis des décennies, côte à côte, pour ne pas dire face à face, une société de consommation et surtout d'apparence dans laquelle ce n'est pas tant ce que l'on consomme ou son prix qui est essentiel, mais le fait de le montrer et de l'afficher. Et notre société, par conséquent, de se diviser en deux. D'un côté, ceux qui veulent vivre ainsi et qui le peuvent, parfois au prix d'acrobaties financières que seule leur banque connaît. De l'autre, ceux les plus nombreux qui sont écartés de cette vie-là, apparemment insouciante, qu'ils soient au chômage, dans la précarité, ne disposant que d'une rémunération au SMIC, voire moins, dans le cas d'un temps partiel. Ces Martiniquais, cette deuxième catégorie, sont pour ainsi dire invisibles et d'ailleurs, ils ne s'expriment pas. D'autres parlent à leur place. Et pourtant, on peut avoir le sentiment que de l'argent, il y en a dans notre pays, mais pas dans toutes les mains. Il suffit de constater le nombre de véhicules récents, de marques prestigieuses, Porsche, Jaguar, Mercedes, etc., que l'on croise ou aux côtés desquels nous roulons au pas dans les embouteillages. En matière d'habitat, la répartition spatiale de la population et des activités économiques sur tout notre territoire, qui était un des enjeux du schéma d'aménagement régional des années 90, ne s'est pas concrétisée. Même atténuée, les effets de l'exode rural qu'a connu notre pays
à partir des années 50, continue à se faire sentir. La concentration urbaine mise en œuvre dans des programmes de logement économise l'espace, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, ne renforce-t-elle pas les difficultés en raison d'un accompagnement insuffisant des familles? À cela s'ajoute une mixité sociale en berne. En caricaturant un peu, on pourrait parfois dire les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Sauf que parfois, cela explose. Quel bilan a-t-on fait de politique de la ville menée pendant des années? Et ce ne sont là que quelques exemples. Pour certains de ceux que la société a de fait rejetés, parfois dès le jeune âge, la débrouillardise aux limites de la légalité n'apparaît-elle pas comme le seul moyen de vivre ou de survivre? Dans ces conditions, l'accès à la délinquance n'est-il pas aussi l'affaire de rencontres et d'opportunités? Ces activités délictuelles étant particulièrement lucratives, la violence n'apparaît-elle pas à ceux qui s'y livrent comme le moyen de se faire respecter, en quelque sorte le juge de paix des voyous? Enfin, notre pays, situé dans l'arc des Petites Antilles, ne peut s'isoler de ses voisins. Tout ce qui s'y passe nous concerne d'une manière ou d'une autre. Si sur le plan économique, la coopération reste encore balbutiante, en matière de délits et de crimes, cela fait longtemps que des relations sont établies entre les différents maillons de la chaîne et, pour ainsi dire, dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Ainsi, il est indiqué que les motos dérobées en Martinique sont dirigées vers les îles voisines. Qui les transporte? Dans quelles conditions? Au profit de qui? Mystère. La sanction pénale, quand sanction il y a, est-elle efficace et prévient-elle de la récidive? C'est loin d'être certain, hélas. La peur salutaire que pourrait inspirer la détention ne se produit, à mon avis, et dans le meilleur des cas, que la première fois. Les fois suivantes, et c'est un peu, elle disparaît, et c'est un peu comme dans ce jeu appelé Monopoly, où une carte précise passée par la case prison. Cela fait partie du jeu. Par ailleurs, la détention dans un lieu où la surpopulation pénale est importante et où les moyens manquent fonctionne comme une école de la délinquance avec internat. On peut en sortir aguerri. Alors oui, pour que notre société ne dégénère pas vers une situation incontrôlable, il faut des hommes, il faut des moyens, il faut des équipements. Le président de la collectivité territoriale de la Martinique, Serge Letchimy, a donc parfaitement raison d'appeler l'État et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à remplir ses missions. Mais si l'État doit impérativement assurer la sécurité publique, il ne peut se contenter de s'attaquer à la seule délinquance qui fait le plus parler d'elle, notamment celle occasionnant morts et blessés par balle ou par arme blanche. Car une délinquance plus feutrée, moins visible et ne faisant pas usage de violence fait autant de dégâts dans notre société. L'impunité assurée dans le dossier chlordécone, l'absence de tout jugement depuis 7 ans dans l'affaire du Sérégbia, où 11 millions d'euros se sont évaporés au détriment de l'Université des Antilles et donc des étudiants,
le service judiciaire minimum en cours dans le dossier du SMTVD, où seul son ancien président est inquiété, sont proprement scandaleux. D'autres affaires, dans lesquelles aucune mise en examen n'a été prononcée, font l'objet de beaucoup de rumeurs et même d'écrits. C'est le cas de la situation de la coopérative Madivial et des coopérateurs qu'elle rassemble. C'est le cas d'Odyssey, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement de la CACEM. C'est le cas aussi pour l'obtention d'avantages injustifiés et illégaux par des élus de premier plan pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Même quand les faits sont avérés, rien ne se passe et leurs auteurs et bénéficiaires continuent de plastronner avec beaucoup d'impudence. Certains sont même candidats aux élections sénatoriales. Le clientélisme, le népotisme et le favoritisme sont devenus la preuve de la toute-puissance de ceux qui se livrent à ce genre de pratique. Tous les Martiniquais peuvent aisément citer des cas emblématiques, telle cette famille qui a fait embaucher dans une grande collectivité 4 de ses enfants et même un de ses petits-enfants, ou cet élu président de l'établissement public qui a opportunément recruté son épouse. À chaque fois, c'est l'octroi d'avantages injustifiés, notamment d'emploi, mais aussi de logement, de promotion et autres faveurs à des membres de sa famille ou à des amis ou à des proches, sans tenir compte ni de la compétence, ni de mérite, ni de l'équité, ni de la loi qui est en cause. Ces pratiques font autant de mal à notre société et peut-être même plus que les assassinats enregistrés en 2023, car elles sapent les bases du contrat passé entre les électeurs et les élus. S'il est vrai que le poisson pourrit toujours par la tête, alors il est urgent que les têtes pourries soient jugées avant qu'elles ne finissent par pourrir le poisson dans son entier. Je vous remercie.